Bonsoir à tous d'être présents dans cette fin du mois d'août. C'est un moment qui est plus souvent consacré à prendre du bon temps. Alors, il fait ici, moi je suis dans la région parisienne, il fait un temps magnifique, il fait même chaud. Donc, bonsoir à vous et merci de passer avec nous, je pense, une heure et quart environ sur ce thème des outils de Fibonacci et retracement et extension que World Data a, en termes de titre, indiqué les mystères du nombre d'or. En fait, ce titre, il me va parfaitement dans la mesure où on va voir tout à l'heure comment arrive le nombre d'or et comment on va l'utiliser par la suite. Mais j'ai toujours trouvé cette magie du nombre d'or tout à fait extraordinaire. Ça m'a toujours émerveillé. Et il y a certainement derrière, il y a un mystère que peut-être un jour on arrivera à lever. Alors, ce webinaire, il est également à l'occasion donc de la sortie de mon dernier livre, il y a déjà quelques semaines qu'il est sorti, donc qui est Retracement et extension de Fibonacci. J'ai remis aussi dans les livres de la collection les essentiels de la FAT. C'est une collection que j'ai initiée lors de ma dernière année en tant que président. C'est une collection qui a maintenant 8 livres et donc ils font tous à peu près 100-120 pages. Et l'objectif est, bonjour Patrice, et l'objectif est de fournir à tous les débutants et à ceux qui ont déjà une première connaissance de l'analyse technique, eh bien, donc de fournir un apprentissage de cette belle matière qu'est l'analyse technique. Il y aura au total 11 ou 12 livres. Il y en a un neuvième qui est en cours de rédaction, qui sortira certainement à l'automne. Et donc, cette collection, j'ai écrit donc 3 livres à l'intérieur. Bonjour Syriac. Donc, retracement et extension de Fibonacci, les bandes de Bollinger, les chandeliers japonais. Et puis, précédemment, celui qui a été le premier de ceux que j'ai pu écrire, il y a 2 ans déjà maintenant, donc sur la méthode Ishimoku. Et comme il y a beaucoup de fidèles ce soir, j'ai fait avec vous un webinaire sur chacun de ces livres à la sortie pour donner comment dire, les éléments essentiels. Je rentre quand même pas mal dans le contenu du livre, de chacun des livres. Bonjour Johan. Alors, le webinaire, il va être en 3 parties. La première partie, ça va être justement l'établissement de ces différents niveaux de Fibonacci, ces retracements, parce que 31,8, c'est quelque chose, 23,6, c'est pas des choses qui s'inventent, c'est le résultat d'une opération, c'est le résultat de la résolution, bonjour Loïc, de la résolution d'une suite que l'on va voir dans quelques instants. Et on va donc disséquer les différents éléments pour bien en comprendre le mode de fonctionnement et comment ils marchent les uns avec les autres. Dans une deuxième partie, ça va être pas un petit jeu, mais je me suis amusé à suivre un trade et vous expliquer comment utiliser les retracements de Fibonacci dans un cas extrêmement particulier. Il y a un côté qui m'a amusé lorsque je l'ai présenté, je l'ai préparé. Et puis la troisième partie, je passerai sur la plateforme et je vous montrerai, je ne me rappelle plus, j'ai une dizaine ou une douzaine d'actifs sur lesquels eh bien, on a une utilisation qui fonctionne très bien, à la fois des retracements et des extensions de Fibonacci. Alors, on va rentrer donc dans notre ami Leonardo Fibonacci. Alors, en 2 mots, Leonardo Fibonacci est un mathématicien pisan, de Pise, et qui est né, je crois, en 1170, autour de 1170, parce qu'il n'y avait pas de grande certitude, et qui est mort autour de 1250. Son père était à la fois marchand, mais il était aussi
il s'occupait de la douane et des relations avec l'Afrique du Nord. Leonardo Fibonacci a passé une partie de son adolescence, bonsoir Bernadette, une partie de son adolescence et de son jeune âge en Afrique du Nord. Il a, à cette occasion, été proche de mathématiciens arabes. Il faut savoir qu'à cette époque, les mathématiques étaient une grande force de la part des Arabes, et donc il a appris, il a perfectionné ses mathématiques auprès des Arabes. Après, il est rentré à Pise et il a écrit un gros livre qui s'appelle Liber Abaci, qui est donc le livre des abacs, dans lequel eh bien, il pose un certain nombre de problèmes mathématiques qu'il résout derrière. Donc, la suite de Fibonacci, elle est définie par le énième élément de la suite, Fn, c'est la somme des deux précédents. Fn égale Fn-1 plus Fn-2. Donc, avec comme premier terme F0, parce qu'il faut bien les définir pour démarrer, puisque comme c'est un élément de 3, et dont le troisième est la somme des deux premiers, il faut bien définir les premiers des deux premiers. Donc F0 égale 0, F1 égale 1. Donc on a derrière directement F2, eh ben, c'est 1 plus 0 égale 1. F3, c'est 1 plus 1. F4, c'est 1 plus 2. F4, pardon, F3, F4, F5. F5, c'est 2 plus 3, et puis après 3 plus 5, 5 plus 8, 13, 13 plus 8, 21, 21 plus 13, 34, 34 plus 21, 55, 55 plus 34, 89, etc. Et Leonardo Fibonacci a recherché la limite à l'infini du rapport Fn sur Fn-1. Donc ce rapport que j'ai appelé mu, comme ça, sans raison notoire. Alors, on a donc un système d'équations. Donc, on a le système d'équations Fn égale Fn-1 plus Fn-2. Si on a Fn sur Fn-1 égale mu, si on va sur des très grands nombres de n, c'est-à-dire proche de l'infini, ça n'a pas de sens puisque l'infini, c'est l'infini. Et Fn-1 sur Fn-2 égale mu. Donc, ça veut dire que Fn-1, c'est Fn divisé par mu, et Fn-2, c'est Fn-1 divisé par mu, c'est-à-dire Fn divisé par mu au carré. Ce qui nous donne donc l'équation 1 sur mu2 plus 1 sur mu égale 1. Ce qui nous fait donc mu2 moins mu moins 1 égale 0, qui est une équation du deuxième degré à une inconnue, donc à deux solutions. Donc c'est avec ceux qui se rappellent de leur mathématiques au lycée, donc en calculant le discriminant. Et on a donc deux solutions. La première, c'est 1 plus racine de 5 divisé par 2 et 1 moins racine de 5 divisé par 2. Le deuxième, 1 moins racine de 5 est négatif, il ne nous intéresse pas. Mais 1 plus racine de 5 sur 2, c'est 1 618 et c'est ce fameux nombre d'or. Alors, si on reprend maintenant avec Fn égale 1, Fn-1, c'est 1 divisé par 1 618, c'est-à-dire 0 618. Fn-2, c'est Fn-1 divisé par 1 618, c'est donc 0 618 divisé par 1 618 égale 0 382. Et Fn-3, on fait le même schéma et on arrive à 0,236. Et vous retrouvez déjà directement le mode de calcul des principaux retracements de Fibonacci, 23,6 en pourcentage, 38,2 et 61,8. Dans le sens opposé, et là ça va nous amener vers les extensions, on a Fn plus 1, et ben c'est 1,618 multiplié par 1, donc 1,618. Fn plus 2, c'est 1,618 multiplié par 1,618, c'est 2,618. Et Fn plus 3, c'est 4,236. Alors, dans le sens des retracements, tous les trois qui sont indiqués vont beaucoup nous servir. Dans le sens contraire, déjà le 1,618, il va déjà beaucoup moins nous servir. Mais on va voir qu'il y a d'autres éléments et d'autres niveaux d'extension qui, eux, vont être plus utile en pratique.
Alors, à ces niveaux de retracement ont été rajoutés les niveaux suivants. Donc, le 0,786, qui est la racine carrée de 0,618. Alors, on va le voir tout à l'heure, hein, dans les retracements, on retrouve, et dans l'organisation de la plateforme Wallmaster AI, on retrouve le 0,786. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je l'utilise pratiquement pas. Ensuite, le 0,50, qui n'est pas issu du calcul, mais qui est un niveau que l'on retrouve naturellement dans le cadre boursier, c'est-à-dire lorsque l'on a une impulsion ou une tendance et que l'on vient retracer la moitié de cette tendance ou la moitié de cette impulsion. On retrouvera également plus utile 1,272, qui est la racine carrée de 1,618. C'est une des extensions. Et on a ainsi donc le schéma des retracements 0,236, 0,382. Enfin, je vais plutôt mettre en pourcentage 23,6%, 38,6%, 50%, 61,8%, le 1 bien sûr, et on attaque les extensions 1,272 et 1,618. Après, on a les autres, 2,618, etc. Mais on verra déjà que lorsque on a une extension qui arrive déjà à 1 et encore plus à 1,272, en gros, 1,272, je ne sais pas si j'en trouve 10 dans l'année. Quant au 1,618, ils sont encore plus rares et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je n'y crois pas trop. Il y a des conditions que je vous expliquerai sur lesquelles eh bien, le 1,618 peut être utilisé. C'est très rare qu'on y aille directement. Ça peut arriver dans certains cas, mais souvent, il faut une nouvelle consolidation avant d'aller au 1,618. Donc, on se trouve à la fois avec un mouvement primaire et un mouvement secondaire sur lequel on peut également appliquer des retracements et des extensions. Et il se peut, il y a des cas, je crois que j'en cite un dans le livre, où je regarde la comparaison entre le mouvement primaire et le mouvement secondaire. Et lorsque je trouve des niveaux d'extension qui sont communs à ce moment-là, ça donne beaucoup de force à ce niveau, à cet objectif. Ça veut dire également, et on va le voir dans quelques instants, qu'on a un mouvement qui est constitué de manière extrêmement propre, c'est-à-dire qu'il y a un rythme dans le mouvement. Et c'est aussi ça que les retracements et les extensions de Fibonacci vont nous indiquer. Le fait d'avoir des mouvements qui sont comme ça, avec des vrais rythmes, ce sont des mouvements qui sont bien construits. Et donc, ce sont des mouvements sur lesquels on peut se fier au niveau de retracement dans un sens et d'extension dans l'autre. Et on verra que j'ai des niveaux que je préfère par rapport à d'autres. Dans la deuxième partie, je vous indiquerai de manière extrêmement précise une de mes règles au niveau du trade, au niveau des extensions, pour rester dans un cadre qui est un cadre propre et un cadre qui est rythmé. Alors, on retrouve ces éléments, c'est un petit peu quelque part ce miracle fait par un autre Léonard de Vinci, celui-ci. Quand on regarde la Joconde de Mona Lisa, eh bien, quand on regarde ici cette spirale, on la retrouve ici, cette spirale, eh bien, vous retrouvez ici le 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, et vous voyez que le visage de Mona Lisa, eh bien, en fait, est inscrit pardon, à l'intérieur de cette espèce d'escargot. Et d'ailleurs, l'escargot lui-même est constitué dans les différents cycles de l'escargot sont dans les éléments de la suite de Fibonacci. C'est un élément qui est tout à fait extraordinaire. Alors, je ne sais pas si Leonardo da Vinci connaissait Leonardo Fibonacci. Toujours est-il que qu'il l'ait connu ou qu'il l'ait retrouvé, on retrouve à l'intérieur quelque chose qui est extrêmement clair. Et quand on reprend
là aussi, maintenant sous forme de carré. On retrouve les deux parties ici, eh bien, qui correspondent à l'écartement des yeux. Et en fait, quelque part, le rapport entre l'écartement des yeux, l'écartement du visage en hauteur et en largeur. On est dans un cadre de perfection et c'est peut-être pas un hasard si Mona Lisa est devenue probablement le tableau le plus célèbre au monde. On retrouve également un certain nombre dans l'architecture, un certain nombre de monuments à des périodes où le travail de Leonardo Fibonacci n'était absolument pas connu. On a ici, donc, c'est le Parthénon à Athènes, où le rapport largeur sur hauteur, c'est le nombre d'or. On retrouve en dessous Notre-Dame de Paris, où le rapport hauteur sur largeur, c'est le nombre d'or. On retrouve à droite à la Défense à Grande Arche, là aussi, le rapport hauteur sur largeur, c'est le nombre d'or. Et également sur les pyramides, la pyramide de Khéops ici, eh bien, le rapport entre la hauteur et la base est également dans le nombre d'or. Et en fait, retrouver ces monuments, comme on l'a vu sur le visage de Mona Lisa, ces monuments, le fait que les rapports largeur-hauteur ou hauteur-largeur soient dans le nombre d'or donne à ces monuments une très grande harmonie. Alors maintenant, on va essayer d'appliquer tout ça à la finance et à la bourse. Là, vous voyez donc un graphique d'une tendance visiblement qui démarre baissière entre le 13 avril et le 2018 et le 16 mai 2018, et puis consolidation. Et vous voyez que l'on vient, on le lit très mal, mais on vient exactement tester le retracement 38,2 de Fibonacci avant que le mouvement initial reprenne ses droits et on descend un peu plus bas. Donc, c'est le premier exemple d'éléments. Ces rapports de Fibonacci, ces 38,2, 50 et autres, on va les voir, on les retrouve extrêmement fréquemment en bourse. Et on retrouve également, et c'est ce qui fait aussi pour moi partie de ce mystère, qui est le fait d'avoir un schéma tendanciel et un retracement, pas n'importe où, sur 38,2. Il y a un côté un peu mystérieux, ésotérique. D'ailleurs, autour du nombre d'or, c'est développé un certain nombre de réflexions justement ésotériques, avec des liaisons plus ou moins religieuses. Mais c'est aussi pour ça que je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à découvrir sur la réalité et la construction du nombre d'or. On retrouve une construction à travers un schéma mathématique, mais on le voit, ça va beaucoup plus loin. De retrouver le Parthénon plusieurs siècles avant Jésus-Christ, à un moment où eh bien, le nombre d'or était absolument inconnu, ça démontre quand même qu'il y avait un mode d'approche, que ce phénomène du nombre d'or est quelque part à l'intérieur de nos gènes. Et si on trouve que des éléments architecturaux ou autres apparaissent harmonieux lorsqu'il y a cette proportion, c'est que ça vient de loin et que c'est profondément ancré dans l'esprit humain. Voilà notre schéma tout à fait semblable, avec une tendance baissière, une consolidation pile poil là également sur le 38,2 de Fibonacci, et puis le mouvement se poursuit, on a échoué sur le 38,2 et vous voyez que l'on vient directement sur l'extension, on verra les extensions tout à l'heure, directement sur l'extension 0,786. J'explique dans le livre, j'ai fait un travail qui est un travail statistique, pour avoir un rapport, une relation entre le niveau d'extension et le niveau de retracement et le niveau d'extension. C'est pas au hasard. Il y a des raisons que j'explique. Pourquoi, si on fait un 38,2, eh bien, vers quelle extension statistiquement on doit aller, et j'en explique le pourquoi. Là, on le voit, le 0,786. Alors, on va regarder des exemples. Patrice me dit, c'est plus surprenant pour la pyramide que pour la grande arche.
Moi, je suis, Patrice, de toute façon, toujours émerveillé par le fait qu'on ait ce schéma harmonieux grâce au nombre d'or. Alors, on va regarder donc quelques exemples hein, sur chacun des retracements. Donc, le 23-6, donc vous voyez un mouvement là qui démarre et on vient en range entre 58, 54 et 61, 32. On vient en range et puis on sort assez violemment par le haut, violemment parce que l'on a un gap haussier. Un schéma de ce type-là est un schéma que l'on retrouve de manière extrêmement classique. Le range que l'on a ici, en haut d'une impulsion tendancielle, une impulsion haussière, ce range peut avoir deux significations. C'est soit une structure d'accumulation, à savoir que les grosses mains pensent que les cours vont aller plus haut et elles accumulent des titres de manière relativement le plus discrètement possible dans le temps, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'influence sur les cours pour eh bien, que le marché reparte vers le haut. Ça peut être aussi ce qu'on appelle une structure de distribution, c'est-à-dire exactement le contraire, à savoir que eh bien, ces mêmes grosses mains pensent que l'on a fait le gros de la tendance, que l'on ira probablement pas beaucoup plus haut, et elles commencent à distribuer, c'est-à-dire elles commencent à vendre le plus discrètement possible du papier. Alors, il y a là-dessus, c'est un des schémas boursiers un peu les plus compliqués. Alors, il y a des méthodes, hein, mais on ne va pas les revoir ici, les divergences d'indicateurs sont souvent de très bons éléments pour nous permettre de sentir si on est plutôt sur un schéma de distribution ou sur un schéma d'accumulation. Là, on voit le schéma type accumulation et on repart de manière extrêmement forte après un retracement sur le 23,6. Le 38.2, on l'a vu il y a quelques instants, c'est exactement la même slide. Donc, on retrace sur le 38.2 et le mouvement, il repart. Alors, je pars en parallèle. Il faut compléter la lecture et les niveaux de Fibonacci. Lorsque j'ai un mouvement tendanciel comme ça, hein, j'ai un graphique, je vois mon graphique et je vois qu'il y a une consolidation. Automatiquement, je viens positionner mes retracements de Fibonacci. Et on va le voir tout à l'heure, et je vais me guider avec ces retracements pour savoir où est-ce que l'on va aller, le 38,2, le 50, le 61,8. Et je m'aide également avec les chandeliers japonais, notamment ici avec le 38.2, lorsque j'ai sur une bougie, notamment comme celle-ci, c'est une bougie qui s'appelle un Marubozu, c'est-à-dire une bougie le jour de cette séance, on a ouvert au plus haut de la séance et on clôture au plus bas de la séance. C'est une bougie de retournement baissier forte. Donc, on commence déjà à sentir que les vendeurs vont défendre le niveau de 38,2, là, les 17,20, et que probablement le mouvement va repartir vers le bas. Alors, il repart vers le bas, mais il peut aussi s'arrêter sur comment dire, sur l'origine du mouvement. C'est un risque, c'est une possibilité. Là aussi, c'est pour ça aussi qu'il y a des stops qui servent à quelque chose et qui vont permettre, lorsque le mouvement ne se poursuit pas vers le bas, et ça peut arriver, eh bien, de pouvoir sortir dans les conditions les plus propres possibles. Vous avez ici un schéma de retracement sur le 50% de Fibonacci. Vous voyez également, donc on a un sommet ici. On a une très belle figure de retournement. Là, c'est un quasi bébé abandonné. Et on a ici, on vient sur une structure, sur le 50%, sur une structure de retournement hein, en termes de chandelier japonais, qui est une structure à minimum 3 bougies, qui est une étoile du matin. Et le mouvement repart. Donc, il est très important de lire les bougies, de lire les chandeliers, à la fois lorsque l'on a ici une structure de retournement forte et lorsque l'on arrive à proximité d'un retracement de Fibonacci, de trouver effectivement ou de constater tout simplement que c'est le niveau de retracement sur lequel eh bien, les acheteurs reprennent la main. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a comment
dire, pardon, excusez-moi, une impulsion haussière, ici, qui nous amène sur la zone des 114. Et puis, arrivé à 114, bien, sur le marché, il n'y a plus d'acheteurs. C'est-à-dire que plus personne n'ose acheter. Il faut quand même voir qu'on a démarré ici, il y a un peu moins de 2 mois, on a démarré sur 70, on est à 114, c'est-à-dire que l'on a fait 60 ou 70%. Les arbres ne vont jamais au ciel. Donc arrive un moment où eh bien, il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus d'intervenants qui ont envie d'acheter. Et à ce moment-là, on se retrouve sur un marché qui est en apesanteur, dans le sens où il n'y a que des vendeurs et il n'y a plus d'acheteurs. Donc, on comprend que les cours vont baisser. Et on va baisser jusqu'où? On va baisser jusqu'au niveau, là c'est presque une lapalissade, où eh bien, il y a une majorité d'intervenants qui sont prêts à devenir ou revenir acheteurs. Ce sont des intervenants qui ont loupé, soit qui ont loupé le premier mouvement et qui voudraient bien quand même avoir aussi une part du gain. Donc, ils estiment que, eh bien, il faut revenir sur la zone des 92, sur le 50%, avant que le marché ne reparte. Et c'est pour ça que vous avez une structure de retournement. Cette structure de retournement, elle fait passer la maîtrise du marché de l'actif des vendeurs, jusque-là, vers les acheteurs. Et à ce moment-là, le marché peut repartir. Repartir vers où? Ben déjà, dans un premier temps, vers la zone des 114 et peut-être plus haut. Mais ça, c'est le marché qui décide. Donc, ces consolidations sur ces niveaux de retracement proviennent du fait qu'à un moment donné, eh bien, les cours sont trop montés au goût du marché, qu'il n'y a plus de nouveaux acheteurs et qu'on passe d'un marché d'acheteurs à un marché de vendeurs. Et à ce moment-là, et là, vous voyez que l'élément, il est assez, il est terrible là. Hein. Vous avez ici une bougie blanche, suivie d'une bougie rouge qui ouvre, enfin les noirs, puisque je suis en bicolore, une bougie noire qui ouvre sur les 114 et on baisse pratiquement toute la journée, on laisse le gap encore ouvert et le lendemain, on a une deuxième bougie noire et on réouvre un gap derrière, ce qui montre qu'il y a une force en la circonstance qui éclaire le fait que dans cette zone des 110-114, eh bien, il n'y a plus de conviction que le marché ira plus haut. Et plus on sera obligé de descendre de manière importante, le 38,2, le 50, le 61,8, avant que les acheteurs ne reprennent la main. Cela veut dire que plus on descendra bas, moins la confiance sera là que les cours pourront aller beaucoup plus haut. On a toujours, quel que soit le niveau de retracement, il y a toujours un objectif de redémarrage du marché qui est le plus haut, ou si c'est dans l'autre sens, le plus bas, le plus haut précédent, le niveau sur lequel eh bien, le marché s'est retourné. Et quand on y retourne, on peut avoir une structure, une configuration où on n'ira pas plus haut. Ou ici, vous voyez, on ne va pas beaucoup plus haut. Donc, ça vaut plus forcément, pour ceux qui sont rentrés par là, ça vaut plus tellement la peine là maintenant où il n'y a plus grand-chose à gagner. On est dans une espèce de range. Le marché a donné à peu près tout ce qu'il pouvait donner sur cet actif. Donc, ça vaut plus trop la peine. La zone des 114 demeure quand même pour les tenants du marché, demeure le niveau le plus élevé sur lequel on peut aller. Donc, plus on descendra bas, plus on sera dans une situation où la confiance sur le retour à l'achat, où le niveau auquel les acheteurs sont prêts à revenir sera bas. Cela témoigne d'une confiance de plus en plus faible au fur et à mesure où on descend les retracements de Fibonacci dans le fait que le marché ira beaucoup plus haut. Alors, Patrice me dit 114, c'est une résistance. Oui, c'est une résistance, mais il a fallu qu'elle soit créée en termes de résistance. Ça veut dire que ça a été à minima créé le 13 décembre. Peut-être que ça l'était dans le passé, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est un niveau sur lequel, déjà, une fois, le marché a reflué.
Alors là, vous voyez le schéma ici du 61,8. Donc, j'ai un mouvement qui était haussier. J'ai une belle figure de retournement qui est amplifiée le lendemain par un gap baissier. On descend, on était sur la zone des 125,50. On descend ici sur la zone des 83. Le marché repart jusqu'au retracement 61,8 de l'impulsion baissière. Et là, après, eh bien, le marché, il repart vers le bas. Alors, on a une configuration, et je l'aime bien en quelque sorte parce qu'elle est un peu atypique, cette configuration, dans le sens où, quand on est dans une situation comme celle-là, moi, le seul objectif que je peux me fixer, c'est de revenir déjà, quand on a fait un 61,8, déjà revenir à l'origine du mouvement, c'est déjà pas mal. Mais là, vous voyez que vous avez une force vendeuse qui est très importante. On a 1, 2, 3, 4 bougies noires successives, avec un gap baissier qui est ouvert au milieu, et on reste quelques jours à travailler, et ce qui est un peu normal, il y a une grosse bagarre entre acheteurs et vendeurs autour justement de ce niveau initial de l'impulsion, hein, sur la zone des 83,50, avant que, eh bien, sur cette belle bougie noire suivie d'un gap baissier, eh bien, les vendeurs ont réussi à avoir la peau du camp acheteur. C'est pas les structures qui sont les plus courantes, celles-ci. Quand on est sur le 61,8, bien le retour vers l'origine du mouvement, il est souvent un peu plus erratique. On avait déjà sur la consolidation elle-même avait été erratique. C'est-à-dire que ça a été une bagarre permanente pour savoir jusqu'à quel niveau on va aller. Je suis sûr que si là-dessus j'avais mis mes autres niveaux de Fibonacci, j'aurais eu certainement le 50% qui aurait certainement été dans cette zone et le 38,2 certainement dans la zone un petit peu en dessous. Mais je suis convaincu que le 50% aurait été là, ce qui veut dire que pendant très longtemps, on aurait pu imaginer qu'on allait se limiter à une consolidation sur le 50. Et puis, vous avez cette bougie, cette grosse bougie ici qui vient pile poil, hein, regardez la précision et la propreté de la chose, pile poil, les vendeurs sont vraiment présents et deviennent dominateurs. Vous avez une structure de chandelier japonais et c'est pour ça, là aussi, hein, je le redis à la fois dans toutes les formations que j'ai pu faire chez World Data et les webinaires que j'ai pu faire, la lecture des chandeliers est un des éléments les plus importants. Savoir lire les chandeliers, c'est savoir lire le marché. Et c'est cette lecture qui nous explique le fonctionnement du marché. Vous voyez ici, on a une structure qui est une structure de sommet en pince. 3 fois de suite, on vient tester ce niveau de 61,8, ce niveau de 109,47. Il y a grosse bagarre sur ce niveau. Et puis, sur cette bougie notamment, puis les autres, bien évidemment, eh bien, le camp vendeur commence et l'emporte et on part très vite. Alors maintenant, on va parler. Est-ce que vous avez des questions? Tiens, ça va me permettre de boire un petit peu d'eau. Si vous avez des questions, à ce stade-là, je vous écoute. Pas de questions, pas de questions, pas de questions. Bon, de toute façon, si j'en vois, je l'apprendrai. Alors, on a vu les retracements de Fibonacci, maintenant on va voir les extensions de Fibonacci. Qu'est-ce que c'est que l'extension? C'est le report de tout ou partie du mouvement initial à partir du niveau de consolidation. On l'a ici. Donc, vous avez un mouvement initial ici entre 63, 64 et le niveau ici de 78, 80. Une consolidation extrêmement propre sur le 38,2. Et là aussi, comme je vous disais, je suis souvent émerveillé sur le fait qu'on s'arrête vraiment sur le 38,2. Et le marché repart. L'extension, c'est le report du mouvement initial à partir du bas de la consolidation. Alors, on peut avoir un report ici de 0,618 du mouvement initial, 0,790 ou 1, c'est-à-dire le report complet du mouvement initial à partir du point de consolidation. Comment pose-t-on le diagramme de Fibonacci sur un diagramme à un instant T? On va le voir tout à l'heure, Jean-François.
Donc, vous avez les différentes extensions du mouvement initial. Alors, j'ai mis les principales, hein, à savoir le 0,618, le 0,786 et le 1. Évidemment, le mouvement peut s'étendre au-delà du mouvement initial. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Parce que se fixer des objectifs sur un deuxième mouvement qui soit supérieur à la taille du premier, je trouve qu'il y a un côté extrêmement aléatoire. Et comme je vous l'avais indiqué, je ne dois pas mettre plus d'une dizaine de fois dans l'année le 1,272. Quant au 1,618, c'est vraiment un caractère exceptionnel. Ce qui se produit le plus souvent, c'est lorsque on monte, on est comme on a ici une consolidation, et que après cette consolidation, là, on peut aller en direction du 1,272 ou du 1,618. Dans ce cas-là, on met à la fois les extensions du mouvement principal ici, puis on tient compte de la consolidation et on remet les extensions de ce mouvement-là à partir du niveau, et on verra comment on détermine le niveau bas de la consolidation. Et si on a un mouvement bien construit, on aura par exemple le 1,272 du mouvement initial qui sera par exemple le même que le 0,786 du mouvement secondaire, c'est-à-dire après le retracement. Donc ça, il arrive pas très fréquemment, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait des mouvements fortement à la fois impulsifs, mais mouvements quand même coupés par des consolidations, comme c'est le cas ici. Alors, je ne sais pas comment cette consolidation s'est terminée, mais c'est quand même une grosse consolidation malgré tout, hein, dans sa construction. Et avec son construction, c'est on lit les bougies. J'ai ce qu'on appelle déjà les trois soldats noirs. Donc, j'ai une structure de retournement ici qui est extrêmement puissante, suivie d'un gap baissier. Donc là, c'est déjà, les vendeurs ont bien la main et il faut effectivement, on s'arrête ici. Il y a une bagarre importante sur le 0,618 avant que le marché tente de repartir vers le 0,786, puis revienne. Alors, je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit que le mouvement ici impulsif était véritablement terminé. Donc, et si effectivement ce mouvement-là de consolidation va repasser les 88 euros, à ce moment-là, je prendrai les retracements de Fibonacci sur ce mouvement-là, retrace ici, et à partir du point bas, je mettrai, comme ici, eh bien, mes extensions de Fibonacci. Est-ce que c'est un point qui est clair pour vous? Donc, comment les placer, on va le voir tout à l'heure, hein. Je vais vous le montrer, hein, bien évidemment. C'est un point important. Alors, deuxième partie, maintenant, c'est pas un jeu, mais c'est un exemple. Et si l'exemple que je vais vous montrer, qui est une construction intellectuelle, si ça n'est jamais arrivé à l'un d'entre vous, c'est qu'il est très fort. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais plus depuis que, grâce aux outils de Fibonacci, j'ai une décision très claire, j'ai un principe très clair d'action. Alors là, j'ai un graphique, je sais pas de qui c'était, il y a un gap haussier ici, hein, et puis j'ai acheté à 614 euros ou dollars, j'en sais rien. Et puis, bah, le mouvement, il part, et j'arrive sur la zone des 740. Là, j'étais mi-janvier, donc mi-mars, hein, en 2 mois, j'ai fait 20%. Donc, normalement, je suis assez content, hein, 20% sur 2 mois, c'est pas mal. Donc, je suis content. Et puis, ah, on a touché les 740. Aïe, consolidation. J'ai une belle bougie rouge. Et là, qui n'a pas commencé à s'inquiéter si quelqu'un d'entre vous me dit que ça ne l'inquiète pas du tout, c'est qu'il a une maîtrise ou il a une méthode qui lui permet de ne pas être inquiet de cette première. J'aime pas cette bougie quand même rouge, hein. Où est-ce qu'il est mon curseur? Il est là. Parce que c'est quand même, on a un grand corps, on a une mèche basse, mais elle est toute petite.
On a ici une structure de retournement en tour. Donc, et en plus, cette bougie, ce n'est pas tout à fait une englobante, non, ce n'est pas une englobante, mais on a quand même une puissance dans cette bougie. Les vendeurs, sur les 740, ils ont vraiment commencé à prendre la main. On continue à descendre. Ah, je commence à être un peu rassuré, ça va repartir. Donc là, ma bougie ici est une bougie de retournement haussier, hein, c'est une étoile du matin. Donc, je commence à retrouver du courage. J'avais regardé les 3 jours précédents, ben, quand je regardais la ligne dans mon portefeuille, le bénéfice ne faisait que baisser. Et là, ça y est, c'est reparti. Tout va bien. Aïe, dès le lendemain, on redécroche. On ouvre un quasi petit gap et on repart à la baisse. Qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce qu'il y a d'entre vous des gens qui ne sont, des participants qui ne se sont jamais trouvés dans cette situation ou qui ont une méthode fiable pour savoir que faire? N'hésitez pas à me l'indiquer sur le chat. Je continue. Ouh là 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 là. Ça commence à prendre mauvaise tournure. J'avais acheté à 614, j'avais 130, j'avais 125, on va dire, euros de bénéfices. Et là, boum, d'un coup, j'ai plus que 50 euros. Ah, là, ça commence à devenir problématique. Et je suis toujours en position parce que je n'avais pas de méthode pour sortir. Je continue. Ouh là 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 là. Quelques jours après, là, eh bien, mon bénéfice qui était de 125 euros, eh bien, il est maintenant de 11 euros. Et puis, bien évidemment, je passe en perte. Alors, est-ce que ce schéma n'est à vos débuts, hein, parce qu'après, est-ce qu'il y a des participants à qui ça n'est jamais arrivé? Et si ça n'est jamais arrivé, comment avez-vous pris la décision à un moment donné de sortir? Après, je vous expliquerai comment moi je fais, je vous expliquerai ma méthode, évidemment basée sur Fibo, et c'est une méthode qui est binaire, hein, c'est binaire. Donc, je vous laisse. Alors, Patrice dit il faut regarder les corps et les mèches. Oui, Patrice, mais regardez ce jour-là, regardez cette bougie, elle est superbe. C'est elle aussi, c'est un quasi Marubozu. J'ai une très, 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 très légère petite mèche basse et je clôture au sommet de la séance. Et regardez le lendemain ce qui passe. J'avais une belle bougie et le lendemain, c'est complètement contrecarré. Donc, la lecture en bougie, elle ne suffit pas parce qu'il y a un élément supplémentaire ici qui est la dynamique du mouvement. Et un des points importants, et c'est qui va avec la lecture des bougies, c'est à tout moment de savoir et de comprendre quel est le camp entre acheteur et vendeur qui tient le marché. Quand j'ai une bougie comme celle-là et le lendemain j'ai ça, eh bien je ne me fais aucune illusion, les vendeurs ont la main sur ce marché. Alors Pierre me dit, Pierre, il faut savoir prendre ses gains. Oui, mais quand? Où vous les prenez, vos gains? Parce que ce niveau-là, que ce soit le sommet, on ne le sait qu'a posteriori. Est-ce que après cette grande bougie, est-ce que c'est après celle-là? Et ici, si vous êtes sorti ici au début, et quand vous voyez que ça repart, vous vous dites, zut, j'ai fait une bêtise. Par contre, ouf, je suis sorti, et quand ça repart vers le bas. Mais vous n'avez pas il n'y a pas de moyen. Alors, il y en a un déjà, qui est Ali, que je n'ai pas salué tout à l'heure. Bonsoir Ali. C'est effectivement regarder les supports. Oui, mais lequel? Alors, effectivement, ici, j'ai une zone support, mais j'en ai aussi une ici. Puis j'en ai une ici également. J'ai plein de zones support. Après, il faut savoir quel est le support que l'on ait une consolidation. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'on ait une consolidation dans un marché, c'est normal. C'est sain, c'est naturel, parce que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel et arrivent à un niveau, 740 en la circonstance, où vous n'avez plus majoritairement d'intervenants qui sont prêts à acheter. Et vous avez plus d'intervenants qui sont prêts à prendre leurs bénéfices. Plus on monte, plus les bénéfices montent, mais
à un moment donné, les arbres n'atteignent pas le ciel. Donc il faut à un moment donné, comme je ne sais plus qui l'écrivait, Pierre, il faut savoir prendre ses gains. Mais la question, c'est quand? Alors Ali me dit, et là on est sur la bonne voie, support plus Fibo. Ouais, je suis assez d'accord avec vous, Ali. Et on va le regarder, ça. Voilà. Regardez le schéma maintenant. J'ai repris mon trade, mon mouvement initial, et par rapport à ce mouvement ici, qui a commencé, d'ailleurs, qui a commencé en bas ici, sur un support qui était un support majeur, sur la zone des 588, parce que j'ai acheté, j'ai pas acheté en bas, bien évidemment. J'ai acheté, ce qui m'a fait acheter, c'est que j'avais un gap haussier et le sentiment que le marché allait repartir vers le haut. Donc ce mouvement, j'ai mis tous mes retracements de Fibonacci. Et regardez comment le marché a été très sensible au retracement de Fibonacci. Regardez, on a commencé par casser le 23,6. On s'est accroché, mais on ne l'a pas refranchi. Et puis ce 23,6, qui est ici une résistance, ça a déjà été une résistance ici, ça a été une résistance, et puis ça a été un support. C'est plus que votre support, Ali, c'est un niveau de polarité. Donc c'est un niveau important. Donc ce qui va se passer par phénomène miroir autour de ce niveau de polarité, je ne parle pas de 23,6, de polarité, ce qui va se passer va être très important. Il se trouve que c'est le 23,6. Et vous voyez que le marché, avec ses petits bras musclés, essaie de s'accrocher au 23,6, mais il ne marche pas. On descend plus bas. Ici, sur le 38,2, on reste très peu de temps. Très, très peu. Et ce 38,2, c'est quoi? C'est un ancien plus haut dans la tendance haussière qui a été, c'est presque un niveau de polarité parce que après franchissement, on est quasiment revenu le chercher. Et sur ce niveau, eh bien, il est cassé immédiatement. Et on va où? Sur le 50, puis sur le 61,8. On revient retester le 38,2, mais c'est un mouvement désespéré. J'aurais plus ici, si j'étais vendeur, retracé ici mon Fibonacci pour savoir ce mouvement baissier de combien je le retrace. Alors, je vais vous donner ma façon de faire. C'est strictement personnel. Un mouvement bien construit, un beau mouvement, c'est un mouvement qui rebondit sur un 38,2. C'est le niveau idéal, c'est la meilleure situation de rebond de marché. Le 23,6 aussi, le 23,6 il est moins fréquent. Mais le 38,2, c'est vraiment le niveau que l'on attend pour qu'un marché reparte vers le haut. Et si le 38,2 ne tient pas, eh bien, le rapport entre le risque de rebondir sur le 50 ou d'aller plus bas et celui d'encaisser une part quand même importante de mes gains, c'est-à-dire qu'en la circonstance, c'est 614 à 680, bon, ben, c'est 70. Bon. Donc, le compromis entre une part de gain minimale, deux, un niveau qui est celui sur lequel j'attends le rebond. Donc, c'est sur cette zone-là que j'aurais tendance à sortir de mon schéma. Et puis, vous allez me dire, oui, mais c'est bien si on va plus bas. Mais si vous sortez et que derrière, on rebondit, ben, c'est dommage d'être sorti. Non, moi, ça ne me dérange absolument pas. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Imaginons ici, je suis sorti là. Je sors là-dessus. Je vois que je casse, je sors. En séance, hein. Parce que quand on commence à partir, généralement, c'est pas bon, il y a un phénomène qui se produit. Donc, j'essaie de sortir en séance. J'essaye. Et puis, si ça repart, eh bien, tout simplement, je réouvrirai une position. Et l'avantage que j'aurai sur cette position, c'est que, imaginons que ici, je descende un petit peu et que je reparte. Eh bien, l'avantage que j'aurai, c'est que, un, j'aurai confirmé que mon 38,2 tient, et deux, j'aurai un niveau de stop qui sera très proche. Donc, j'aurai, quoi qu'il arrive, même en visant le zéro, les 740, j'aurai, quoi qu'il arrive, un ratio rendement-risque qui sera extrêmement favorable. Donc, c'est ma façon de travailler. Là, on ne fait plus d'analyse technique. Là, c'est un peu de l'expérience personnelle. Et puis, je dirais que chacun va mettre la méthode qui lui plaît en place
Moi, la mienne, c'est celle-ci. D'autant plus que, et je rejoins Ali tout à l'heure, d'autant plus que si mon 38.2 correspond à un niveau de support important, et là c'est le cas, ça a été un sommet dans la tendance. Ce niveau, théoriquement, c'est un niveau d'achat, celui-là. C'est un ancien sommet. C'est un niveau théorique d'achat. Si effectivement on n'achète pas, si le marché n'est pas acheteur sur un niveau théorique, et si le marché n'est pas acheteur sur le 38.2, ça veut dire que, eh bien, il va falloir aller chercher plus bas, ou tout simplement, ben, c'est la fin du mouvement. Mais ça, je ne le sais pas. Je le saurai en pratique quand j'aurai définitivement cassé le 61,8. Parce que quand on casse le 61,8, généralement, on repart à l'origine du mouvement. Utilisez-vous les obliques haussières et baissières? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Euh, je, le 38.2 est quelque chose qui est extrêmement important. Je ne sais pas si dans les exemples que j'ai, si j'ai un bas de canal avec un 38.2. Je crois que j'en avais un aujourd'hui. Vous vérifiez Forvia. Vous regardez Forvia parce que on est dans une belle tendance haussière. On a fait un plus haut dans la tendance. On est dans un canal. Et je crois qu'aujourd'hui, on est venu retester le canal et je crois que c'était le 38.2 de l'ancienne impulsion. Donc, lorsque vous avez une situation où vous avez, et je crois que on va voir le Nasdaq tout à l'heure, je crois que le Nasdaq est dans une situation un peu similaire à celle-là. Lorsque vous avez un canal haussier et que vous venez retester le canal et que le test du canal correspond au retracement 38.2 de la dernière impulsion ou de l'avant-dernière, des deux dernières impulsions haussières, à ce moment-là, vous surveillez bien parce que si vous avez un rebond et le rebond est caractérisé par une figure de retournement en analyse technique, par exemple un gap, par exemple une étoile du matin, par exemple bon, j'aime pas trop les haramis. Bon, mais toute figure qui est une figure de retournement, eh bien, sur un niveau comme le 38.2, est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Oui, un avalement absolument, Patrice, hein, vous avez tout à fait raison. Hein. Ici, par exemple, hein, ici, vous avez un très bel avalement. Vous avez un très bel avalement et regardez, on revient, on était sur 646, on est revenu sur 680. Bon, il y a 38 euros quand même, il y a 5%. Ouais, 5-6%, 5-6%. Donc, toutes les figures de retournement sur des niveaux de Fibonacci, notamment le 38.2, est quelque chose que je regarde et qui est très important. Donc, ceux qui ont suivi aussi bien enfin, les formations ou les webinaires que j'ai fait sur Fibonacci, excusez-moi, sur Ishimoku, eh bien, je suis sur un schéma de réflexion qui est ce que j'appelle la méthode des convergences, c'est-à-dire lorsque plusieurs méthodes indépendantes les unes des autres d'analyse technique vont me donner le même résultat, il y a une probabilité accrue, une probabilité forte pour que eh bien, le signal qui est donné soit un signal qui soit valide. Donc, si vous avez un 38.2 sur la branche basse d'un canal, si vous avez un 38.2 sur un niveau de polarité, vous allez le regarder de manière extrêmement précise. Et si vous avez une figure de retournement, ça vous permet deux choses. Un, d'être dans les meilleures conditions de redémarrage d'un mouvement. Et j'aurais tendance à dire presque surtout, un niveau de stop extrêmement proche. Or, si après le marché repart, eh ben, vous aurez perdu que peu. Repart vers le bas, bien entendu, hein, repart vers le bas. Hein, si c'était un faux signal, eh bien, le stop, c'est fait pour ça. Vous aurez un niveau de perte qui sera minimisé. Alors, j'ai rajouté également un outil que j'aime bien, hein, que j'utilise couramment, et puis les nombreux fidèles qui sont là ce soir l'ont déjà vu sur mes webinaires précédents, lorsque j'ai un schéma baissier de ce type-là, ici, à savoir, on vient, on est au contact de la bande basse de Bollinger qui est ouverte. Ensuite, j'ai un élément sur Bollinger qui est tant que je n'ai pas une clôture significative au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, le mouvement va se poursuivre. C'est ce qui se passe ici. Et vous voyez dans quelle situation on aborde le 38.2.
on aborde dans une très très mauvaise situation de rebond. Pourquoi? Parce que je suis extérieur à la bande de Bollinger. Donc j'ai un momentum baissier qui est extrêmement puissant. Et ça, je peux vous dire que je n'aime pas. Ça veut dire dans la quasi-totalité des cas que mon mouvement va se poursuivre, que mon 38,2, il ne va pas tenir. Donc déjà, quand je vois ces 3 ou 4 séances ici où on teste, mais on reste pratiquement toute la séance sous la Bollinger, je peux vous assurer que c'est un signal de prudence qui incite clairement à la sortie. Et ce n'est, comme l'indiqué ici, le mouvement ici, cette l'impulsion baissière, hein, pas tout le mouvement, l'impulsion baissière ici, elle est terminée parce que je franchis de manière significative la moyenne mobile 20 périodes. Je viens tester la bande haute, j'ai pas mis les bandes de Keltner là-dessus, et je viens m'écraser sur la bande haute, ce qui veut dire derrière que je vais probablement repartir vers le bas. Ce qui se passe, je reviens m'écraser sur la bande haute, et vous voyez qu'à nouveau, le mouvement baissier repart. Donc, on a parlé, Ali a proposé tout à l'heure, avec beaucoup de justesse, le phénomène Fibo plus support. Vous avez Fibo plus support, vous avez Fibo plus les obliques haussières et baissières de Patrick, vous avez aussi les bandes de Bollinger qui utilisent le phénomène de la volatilité. Ici, ça veut dire qu'il reste encore de la volatilité hein, pour aller plus bas. Voilà ce que me dit Bollinger. Si j'avais eu un schéma à l'approche du 38,2, un schéma de repartir vers la MM20, ça j'aurais bien aimé, mais rien du tout. Rien du tout. Je reste extérieur à la bande de Bollinger. Ce serait, à mon sens, dans mon schéma de pratique, ce serait extrêmement dangereux, à minima de ne pas de rester, ce serait dangereux de rester, ou à minima de sortir au moins la moitié de la position en me disant, bon, je verrai sur le 50. Mais en pratique, c'est pas comme ça que je fais. En pratique, quand je suis en consolidation, si je n'ai pas un véritable espoir réel que le 38,2 va me servir de rebond, je préfère totalement sortir. Et puis si jamais eh bien, on repart, on casse un peu le 38,2 et qu'on repart vers le haut, eh bien, je peux toujours réouvrir une position. Puis voilà, avec un stop court. On a ici, j'ai rajouté également les éléments, bon, on va passer rapidement, hein, les éléments de volume, parce que on voit à chaque fois, et là on voit sur l'attaque du 38,2, on est quand même avec des volumes qui sont des volumes significatifs. Donc ça donne un peu l'impression que les vendeurs sont bien en position. Vous voyez ici, quand on arrive les dernières séances, quand on arrive sur le 38,2, les volumes sont en augmentation. Les volumes rouges sont en augmentation. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Je préférerais avoir des volumes qui commencent à. Enfin, des volumes en augmentation avec des bougies vertes. Mais là, j'ai des volumes en augmentation avec des bougies rouges. Ça veut dire que j'ai de plus en plus de vendeurs. Ça, c'est pas bon. Puis à un moment donné, bing, là, je casse. C'est pour ça que quand on arrive dans cette situation où on teste le 38,2, on a des petites bougies, ça bagarre, les volumes augmentent rouge en dehors des bandes de Bollinger, la prudence indiquerait de sortir. Je crois que c'est la fin de la deuxième partie. Oui, c'est la fin de la deuxième partie. On va passer sur la plateforme. J'ai quelques actifs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on va terminer sur ces actifs. On va terminer, sauf vos questions, bien entendu. Est-ce que sur la deuxième partie du webinaire, hein, sur cet exemple hein, d'utilisation, et qui est un exemple majeur, pour moi, majeur, d'utilisation des retracements Fibonacci, notamment l'importance du 38,2, est-ce que vous avez des questions qui me permettent de boire un peu d'eau au passage? Le retracement Fibo, vous le retracez dans le HTF. C'est quoi le HTF, Ali? Qu'est-ce que vous appelez le HTF? Alors, au niveau de l'unité de temps, c'est l'unité dans laquelle vous suivez votre trade.
Si vous faites de l'intraday et si vous travaillez sur des bougies, vous allez travailler en intraday avec de l'horaire et du 15 ou 30 minutes. La bougie qui vous sert à suivre votre trade, c'est l'unité de temps qui sera celle sur laquelle vous allez mettre vos Bollinger, vous allez mettre vos volumes, hein, l'ensemble de vos paramètres, l'ensemble de vos indicateurs, vous allez les mettre dans l'unité de temps sur laquelle vous suivez. Vous n'allez pas le mettre sur une unité de temps importante. Si je mets des bandes de Bollinger, alors que je suis, par exemple, hein, je suis en daily, mon actif, parce que, par exemple, c'est une action que j'ai dans mon PEA, hein, sur lequel je suis à conserver un certain temps. Puis à ce moment-là, je reste en daily et je gère tout mon système en daily. Si je descends en dessous du daily, c'est pour commencer à m'alerter sur quelque chose qui peut se produire dans ou le bon ou le mauvais sens. Quand je commence à voir si je suis en daily sur un horaire ou sur un 3 heures, j'aime bien le 3 heures, hein, sur les bourses européennes, parce que 3 heures, c'est presque 3 fois, c'est pratiquement le multiple de la séance. Une séance, c'est 3 bougies. Et sur les américaines, souvent je regarde en 2 heures parce que c'est là aussi où c'est le plus proche dans le multiple de la séance. Donc, c'est sur ces unités de temps-là que je prends les décisions. Allez, on va passer sur la plateforme. Tchac. Et on va commencer par le CAC. Je vais l'enlever et je vais le remettre. Donc voilà, alors la journée, je ne sais pas pourquoi mes chiffres sont partis. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? On va en parler un peu du CAC, hein. Le CAC, il est depuis le mois d'avril, il est dans un range entre 7005, 7510, 7520 et 7940 points. On a tenté de sortir par le haut la semaine dernière, hein, en faveur à l'occasion notamment de Jackson Hole, même si Jackson Hole est un élément qui est négatif pour l'Europe, c'est à ce moment-là qu'on a essayé de sortir pour aller chercher, je ne l'ai pas mis là-dessus, mais le gap baissier qui date du début de l'année autour de 8015, 8030. Et puis vous voyez que, eh bien, on n'a pas réussi à sortir de notre rangle. Et évidemment, hier, alors hier déjà, la séance, il y a eu 2 parties de séance. La première partie, on a tenté, on n'a pas réussi et on est resté en dessous de la borne haute, en dessous des 7940. Et c'est évidemment après 16 heures, après l'annonce du Premier ministre du vote de confiance, que le marché a commencé à décrocher. Et puis, aujourd'hui, on a ouvert un gap baissier et on est passé en dessous, on a comblé. Alors, je ne les ai pas mis parce que quand j'ai fait les gaps, parce que j'attends toujours la clôture. Mais par contre, on a comblé un gap ici, vous voyez, qui a été ouvert le 13 août, qui était dans la zone des 7760, 7770. Et puis, vous voyez que ce niveau de 7770 est un niveau particulièrement important. Résistance. Ce niveau a fait l'ouverture d'un gap. Support à plusieurs reprises. Résistance. Résistance. Ouverture d'un gap, support, c'est un niveau de polarité et c'est donc un niveau extrêmement important. Donc, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous m'ont vu ce matin où j'étais interviewé sur BFM Business, sur le CAC 40, et j'avais indiqué que le mouvement baissier, pour le terminer, il faudrait reprendre les 7770 points. On est pour l'instant, on est descendu, on a clôturé donc visiblement dans la zone des 7700, 7710. On a une bougie ici qui est une bougie d'incertitude. Par contre, j'ai une mèche basse qui est beaucoup plus importante que la mèche haute. Donc, on verra demain ce qui peut se produire. Deux possibilités. La première, c'est de franchir les 7770 et je pense que c'est quelque chose de possible. Et à ce moment-là, eh bien, on aura fait le plus bas dans le mouvement baissier.
Et à partir de là, eh bien, on repartira à l'assaut du haut du range, où on restera autour de 7770. Après, il faudra voir ce qui se passe hein, jour après jour, mais le niveau le plus important à reprendre, c'est 7770. Aujourd'hui également, donc on a eu une mèche basse. Demain, si on repart vers le bas, j'ai une première zone ici de support qui est dans la zone des 7620, 7630. Mais si on repart vers le bas demain, je pense que la plus grande probabilité sera de venir chercher le bas du range dans la zone des 7500. Et 7500, je surveillerai une figure de retournement et je pense que ça peut être un point d'achat de moyen long terme à bon compte. Alors maintenant, on parle Fibonacci, donc on va regarder ce qu'a donné, eh bien, sur la dernière impulsion haussière ici, qu'est-ce que ça a donné en termes de Fibonacci. Alors, où est-ce que je place, est-ce que j'utilise les mèches, est-ce que j'utilise les ouvertures ou les clôtures? Alors, il y a un phénomène qui intellectuellement n'est pas forcément très satisfaisant, c'est on prend ce qui marche. Il y a un côté extrêmement autoréalisateur dans Fibonacci. Et si vous êtes, comme c'est le cas ici, pratiquement, votre clôture, elle est quasiment sur 61,8. Alors, en pratique, je fais comment? Je commence par regarder en utilisant les mèches, à condition que je n'ai pas une mèche comme ça. Si j'ai une mèche de ce type, ça veut dire que j'ai un excès de marché, donc je ne vais pas la prendre. Et je vais travailler sur les ouvertures et sur les clôtures. Par exemple, ici, si je voulais, après ce mouvement baissier, regarder la consolidation, je partirai ici de la clôture pour aller ici à la clôture. Et je ferai mon mouvement sur les clôtures. Ici, je commence à regarder, j'en sais rien. D'autant plus que, en fait, je sais que ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce que j'ai ici, par rapport à la meilleure clôture, j'ai une mèche haute et ici une mèche basse qui sont à peu près de la même taille. Donc, ça va me donner des résultats qui vont être quasiment similaires. Après, quand j'ai un schéma de ce type-là, avec un sommet en pince pratiquement. À ce moment-là, je vais me mettre en fait à peu près au milieu. Hein. Sachant que ça n'a pas beaucoup d'importance. Si j'avais ici un excès de marché, à ce moment-là, je serais venu dans cette zone ici. Si j'avais eu un excès ici, je ne l'aurais pas pris. J'aurais pris plutôt cette zone ici, ce niveau-là, cette zone-là, qui correspond au véritable plus haut naturel. Et je fais mon Fibonacci entre les deux. Lorsque j'ai, comme ici, un sommet en pince, bon, quand ils sont au même niveau, bien sûr, je prends ce niveau, parce que le fait d'avoir retesté ce niveau une deuxième fois montre que c'est un vrai niveau de marché. On est venu 2 fois sur ce niveau-là, les vendeurs ont agi 2 fois là-dessus, c'est vraiment sur cette zone, sur ce prix-là, que le retournement s'est fait. Et là, vous voyez que vous êtes sur le 61,8 de Fibonacci. Et statistiquement, lorsque on casse un 61,8, statistiquement, on revient à l'origine du mouvement. Donc, si demain soir, on casse cette zone des 7007, on a bien sûr une petite zone dans les 7620, 7630. Je ne suis pas forcément extrêmement optimiste et je crains, surtout si demain on a une belle rouge, je ne le pense pas, hein, franchement. Quand je vois la bougie d'aujourd'hui, j'ai plus le sentiment d'une possibilité de rebond que de poursuite de la baisse. Mais c'est le marché qui a toujours raison. Donc, si demain soir je clôture de manière. Le 61,8, là, il est à 7700, ouais, 7704. Si je clôturais demain dans la zone ici des 7660, 7670, là, je pense qu'on aurait une probabilité très forte de revenir à l'origine du mouvement, c'est-à-dire dans ma zone des 7500, 7530. A contrario, si demain on reprend les 7007, il est tout à fait possible derrière d'aller combler le gap au-dessus des 7835. Probablement, si demain on franchit les 7770, on aura fait le plus bas ici du mouvement sur les 7660. Voilà ma lecture avec les éléments de Fibonacci et notamment ce fameux 61,8 qui pour moi est la dernière zone
de véritable consolidation en dessous. Je n'utilise pas le 78,6. C'est quand même rare que des mouvements s'arrêtent sur le 78,6. Quand vous avez déjà consolidé près de 80% d'un mouvement, ça veut dire que comment dire, la force baissière, elle est quand même forte. Donc, le risque le plus important, c'est de revenir chercher, eh bien, surtout ici, hein, c'est une grosse zone, hein, la zone des 7500, 7530. Donc, je pense que si demain on clôture de manière, bon, pas à 3 points, bien entendu, hein, mais si allez, je vais dire, si on clôture en dessous de la zone des 7670, 7660, on va chercher les 7500 et je pense qu'il y aura rebond et je serai certainement acheteur, raisonnable, mais je serai certainement acheteur sur la zone des 7500. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais préparé? J'avais préparé le Nasdaq 100. Donc, je vais revenir ici. Alors, Nasdaq 100 index. Le voilà. Alors, le Nasdaq. Ah, je reviendrai un instant, d'ailleurs, tiens, sur le CAC. Le Nasdaq. Donc là, qu'est-ce que vous avez ici? On a un schéma impulsif qui a démarré. On a fait une consolidation. Je n'ai pas mis tous les gaps. Hein. Je n'ai pas mis celui-ci non plus. Je ne les ai pas mis pour aller vite. Et là, j'ai un schéma impulsif. Très clair. Et ce schéma impulsif s'achève par une bougie rouge. C'est une consolidation très claire. Donc, où est-ce que l'on vient ici? On vient entre le 38,2 et le 50, dans cette zone. Si je prends mes clôtures, je suis à peu près sur le retracement 38,2 avant que le mouvement ne reparte vers le haut et avec le comblement du gap qui avait été ouvert. Et à ce moment-là, eh bien, mes objectifs vont être les différentes extensions de Fibonacci. Et vous voyez, en la circonstance, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu tester proprement le 61,8 avant que l'on revienne consolider. Je vais mettre... non, c'est pas Ishimoku. J'ai aussi un canal, j'ai une oblique haussière hein, aussi de mémoire ici. Je ne l'ai pas mise. Voilà. De mémoire, j'ai une oblique comme ça à peu près. Voilà. Voilà, donc cette oblique de soutien, eh ben, dans la deuxième consolidation ici, vous voyez, on est juste là maintenant. Hein. On est sur l'oblique et l'oblique, bon, hier, je suis, oui, on a, là je suis en clôture, voilà, je n'ai pas les, donc ça c'était vendredi, donc effectivement le discours de M. Powell annonçant ou prévoyant une baisse de son taux d'intervention de 25 points de base a fait cette bougie verte, mais je crois que le Nasdaq on l'a qu'en clôture. Hein. Donc on a rebondi, hein, on est venu chercher ici hein, l'oblique haussière et on a rebondi sur l'oblique haussière. Donc vous voyez, consolidation autour du 50. Hein, entre ouais, pratiquement le 50, entre le 38,2 et le 50, je repars et je viens ici tester le 0,618. Je vais revenir un instant sur le CAC. J'essaie de faire de mémoire aussi. Le CAC, et je vais mettre Ishimoku. Alors bon, je ne l'ai pas mis très proprement. Je vais enlever, on a vu Fibo, hein, je l'enlève. Et regardez où on est. On est juste sous le nuage. Et regardez où est le haut du nuage. C'est mon 7770. Et regardez ici, c'était un sommet à nouveau du nuage. Donc, le fait demain et dans les jours qui viennent de franchir les 7770, c'est sacrément important. Ça ouvrira le fait de venir chercher le comblement du gap baissier. Et c'est vraiment le comblement du gap baissier qui ouvrira la voie vers les 7930, 7940. Ce que je dis, dans un premier temps, si j'ai une sortie haussière du nuage, demain, après-demain, hein, c'est pas à ce moment-là, je serai redevenu, au sens d'Ishimoku, au-dessus du nuage, donc haussier. Je vais enlever Ishimoku et je vais passer. Qu'est-ce que je vous avais préparé? Qu'est-ce que je vous ai préparé en dessous? Ouais, oui, l'argent.
Alors, je n'ai pas. Alors, tiens, je ne l'ai pas mis. Alors, on va regarder ici. On va regarder ce mouvement-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? En plus, à deux reprises. Alors, on n'est pas toujours pile poil sur le 38.2 non plus, hein, faut pas non plus. Mais là, j'ai vraiment mon 38.2 qui est un vrai support. Et à ce moment-là, je peux mettre mes extensions. Elles sont où? Elles sont là. Donc, je prends l'extension de Fibo, donc un point, deux points et le troisième point ici. Et regardez, je suis venu quasiment tester le 0,786. C'est aussi quand on fait un 38.2 en retracement, très souvent, on va chercher ou on s'approche du 0,786. C'est un schéma tout à fait classique. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'avais Safran. Donc, je l'ai déjà. Hop. Donc, une impulsion. Alors, il faut prendre vraiment un schéma impulsif. Là, on a schlack, une vraie impulsion. Je consolide là aussi. Alors là, je suis très propre sur le 38.2. Et là, par contre, je ne vais qu'au 61.8. C'est le 78.6. Quand on a fait un 38.2, on y va souvent. Mais c'est le marché qui décide, on peut ne pas y aller. Et là, effectivement, quand on a une mèche comme ça sur le 61.8, alors on y retourne, mais ça va être compliqué. On peut y aller, mais ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas suffisamment de force dans le mouvement pour y aller d'un coup. C'est-à-dire qu'ici, on a besoin de tester ce niveau-là, ici le 1, enfin, le niveau sur lequel a commencé notre consolidation ici à 287 euros. C'est le plus haut dans la tendance, c'est donc en consolidation un niveau d'achat théorique. Alors évidemment, et puis regardez, Safran a pas beaucoup perdu ces 2 jours. C'est bien aujourd'hui, ici c'est bien 26, oui. Safran n'a pas beaucoup perdu. Donc si demain ou dans les jours qui suivent, on a un vrai rebond, alors ce qu'on appelle un rebond, c'est une bougie verte de bonne taille. Si on a un rebond sur ce niveau-là, à ce moment-là, un stop en dessous du plus bas de la journée, à ce moment-là, on peut viser dans un premier temps, donc on serait dans la zone des 286, on peut viser dans un premier temps les 295 et par extension les 301. C'est un mouvement qui n'a pas la force suffisante pour aller plus haut. Euh, Pouvez-vous réexpliquer le retracement au 38.2? Ce que j'expliquais, c'est que j'aime bien les retracements 38.2. Un mouvement qui est bien construit et qui rebondit sur le 38.2 est un mouvement qui, là aussi, c'est le marché qui décide, ira plus haut. En n'oubliant jamais qu'on a quand même un sommet précédent dans la tendance à refranchir. Mais si on n'a pas besoin de descendre trop pour retrouver des acheteurs, cela veut dire que l'actif intéresse le marché et qu'il y a une majorité d'acheteurs qui est prête à s'investir sur la zone du 38.2. C'est pas une oblique, Patrice, c'est pas une oblique, c'est uniquement le schéma de, si je l'enlève, je retire, c'est uniquement ça c'est l'extension, c'est uniquement le schéma graphique qui me met ici, là, celui-là. Donc il n'y a pas en tant que tel, il n'y a pas il y en a une si peut-être, ah oui, il y en a une, je pensais pas, je sais pas, non, pas trop. Non, 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 j'ai rien là, je sais pas ce que c'était. Non, non, j'ai pas. Le bon schéma, il est celui-là. Il y a pas d'oblique. Qu'est-ce qu'il me dit Ishimoku là-dessus? Il me dit que je suis haussier. Regardez, si, un truc intéressant en Ishimoku. C'est que tout simplement, aujourd'hui, je suis venu où? Je suis venu tester la Kijun. Et la Kijun fait support. Ça, c'est plutôt bon signe pour les jours qui viennent. Si je casse la Kijun, c'est-à-dire si je casse les 284, par malheur, là, clairement, je vais revenir tester le nuage.
Ça, c'est quasiment assuré. Mais là, j'aime bien, hein. Alors, la bougie, c'est une bougie d'incertitude aujourd'hui, hein. C'est un doji, et même longue jambe. Donc, j'ai eu beaucoup de volatilité à l'intérieur de la journée. Il faut regarder demain ce que ça donne. Si le 38,2 sur lequel on a ouvert ce matin, il tient également demain, ce que je pense, si on a une belle bougie verte, ça, c'est une belle bougie verte. Ça, c'est une très laide bougie verte parce que j'ai une très grosse mèche haute. Ça, je préférerais avoir une bougie rouge qu'une bougie verte comme ça, hein. À ce moment-là, ben, il y a peut-être quelque chose à faire sur l'actif. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en magasin? Après Safran, j'ai ADP. Alors, donc, j'ai mon mouvement ici, aéroport de Paris, qui date du 7 avril, hein, comme beaucoup, l'annonce des droits de douane qui avait fait plonger les marchés. J'ai une impulsion, une consolidation ici, qui est entre le 50 et le 61,8. Et des extensions, et après, le marché, il repart. Mais vous voyez, il repart de manière difficile. Il faut qu'il revienne retester. Ce qui, moi, un schéma de ce type-là, moi, je ne suis pas acheteur. On va quand même au 0,786, hein. Mais un schéma qui vient se briser avant le sommet du mouvement précédent, moi, à titre personnel, j'aime pas. Ça me rassure pas. D'autant plus qu'à un moment, ici, je viens casser le nuage. J'aime pas ces mouvements. Il va quand même au 0,786. Mais regardez, aujourd'hui, on est revenu chercher la Kijun. Donc, vous avez un exemple. On va quand même au 0,786, mais c'est un peu à l'arrache, hein, quand même. C'est un peu à l'arrache. Ensuite, j'avais Hop Mobility. Alors, ici, j'ai ici une zone de gap, hein. Ici, j'ai un gap qui a été ouvert le 12 mai. On est venu le tester une première fois. On est venu plusieurs fois le retester. On est encore venu le retester avant de repartir. Alors, je le dis assez souvent dans les webinaires que je fais. Pour moi, un gap, il est comblé quand il est comblé en clôture. Quand un gap est comblé par une mèche, ça veut au contraire dire qu'il n'est pas comblé si on ne clôture pas en dessous. Parce que justement, les vendeurs ont tenté de reprendre, ont tenté de le combler, mais ils ont dû, en fin de séance, ils ont dû battre en retraite. Et là, vous voyez, j'ai des mèches qui viennent à l'intérieur du gap, mais chaque fois, les acheteurs reprennent la main. Donc, le gap en tant que support, il est toujours ouvert pour moi. Et il faut vraiment, si cette bougie avait clôturé juste en dessous ici, clôture, hein, à ce moment-là, j'aurais enlevé mon gap. Pour moi, ce gap, il existe toujours. Donc, qu'est-ce qui se passe? On rebondit, forte impulsion, quasiment au niveau du nuage ici, au mois de juin. On vient chercher ici la zone des 13,87. On consolide extrêmement propre sur le 38,2. Et là, pour l'instant, mais le mouvement n'est peut-être pas terminé. Pour l'instant, on est venu chercher, pour moi, le 50% qui n'est pas une extension. Évidemment, avec le schéma de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, on consolide, mais si le CAC repart, on ne peut pas exclure le fait de venir chercher à minima les 14,66 et pourquoi pas les 15,25, c'est-à-dire l'extension 0,786. On a un schéma, la Kijun, elle est encore loin. La bougie d'aujourd'hui, je vais enlever l'extension, on l'a vu. La bougie d'aujourd'hui, ben, c'est un parfait doji, c'est une parfaite bougie d'incertitude. On a ici un gap. Si demain, on vient ici, c'est ce que l'on appelle une... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Cette bougie. J'ai oublié le nom. Si on vient demain combler le gap ici, si on passe les 14 demain en clôture, ça veut dire que le mouvement continuera. Bon, on en a un épiphénomène, hein, il se passe des choses aujourd'hui, hein, hier et aujourd'hui. On a un épiphénomène là, on va voir s'il se poursuit. Ce n'est pas forcément mon sentiment. Et dès que l'on aura à minima comblé le gap ou, pour les plus prudents, aura refranchi le plus haut
dans le mouvement les 14-23, à ce moment-là, on pourra remettre nos extensions Fibonacci et viser, comme on a fait le 38,2, et viser le 0,786. Il m'en reste 3 à vous proposer. Airbus, il est où? Il est là. Alors Airbus, là j'ai laissé Ishimoku à Patrick, bonne soirée. Alors là, j'ai un mouvement ici, un mouvement aussi, une impulsion haussière. Je viens consolider sur le 61,8 et regardez ce qui se passe. Bien avant les problèmes d'hier et d'aujourd'hui, je reviens sur le haut du mouvement, à l'origine du mouvement, et je ne vais pas plus haut. Et c'est souvent ce qui se passe lorsque l'on vient. C'est-à-dire qu'il faut redescendre bas. On était ici à 159 euros. Vous voyez ici, même je prends en clôture, il faut revenir 10 euros seulement au-dessus à 169, alors qu'on était allé chercher les 187. Il faut descendre aussi bas pour retrouver des acheteurs. Elle a une bougie qui s'appelle un Arami haussier. Il faut arriver dans cette zone-là pour retrouver des acheteurs. Et quand on est dans ces circonstances, eh bien, très généralement, on vient tester le haut de l'origine du mouvement. Là, c'est intéressant pour ceux qui font Ishimoku. On est dans une situation où la Kijun ici a tenu aujourd'hui. On a le nuage a tenu. Et là, on est reparti à nouveau vers le haut. Il va falloir refranchir la Tenkan par sécurité. Et là, on peut peut-être, d'ailleurs, je vais enlever ça, on pourra peut-être, il faut regarder jour après jour, regardez ce que dit ce mouvement-là. Qu'est-ce qu'il dit? Ce mouvement, il dit qu'on est allé chercher le 50. Donc, ce qui veut dire que on pourra, elle est où mon extension? Elle est là. On pourra éventuellement viser, si effectivement on repart bien, on pourra viser les différentes extensions de Fibonacci de ce dernier mouvement que l'on pourra comparer avec celle du mouvement précédent. Alors, je vais essayer de le faire si j'arrive à faire quelque chose de lisible. Ça, c'est pas forcément gagné. Je vais essayer de me mettre par là. Tiens, je vais me mettre ici. Je vais me mettre comme ça. Et vous voyez ici, par rapport à ces mouvements, ils sont assez proches. Les objectifs sont assez proches. Donc, cette zone des 78,6 et cette zone des 1, c'est-à-dire 190, 195, sont des objectifs qui ont un sens. Au moins sur le plan technique, c'est-à-dire que la consolidation que l'on a eue respecte, comment dire, un certain rythme au niveau du marché. Après Airbus, j'ai Bolloré. L'avant-dernier. Je vais enlever Fibonacci. Alors, ici, vous voyez, là, j'ai deux mouvements. J'ai un premier mouvement, une consolidation, un deuxième mouvement, une consolidation. Alors, je vais les regarder l'un après l'autre. Le premier, alors ici, je me mets à ce niveau-là, c'est-à-dire que, en gros, sur ce sommet en pince, ici, c'est très simple, c'est très propre, il n'y a aucun souci. Et qu'est-ce qui se passe? On vient chercher le 38,2. Qu'est-ce que j'ai fait comme extension derrière? Je ne suis pas allé certainement aussi loin que mon 0,786. On est plus sur le 618. Ici. Si, j'y suis allé quand même. Si. Ah oui, j'y suis allé. Regardez. Et même de 786, regardez. Regardez la propreté. Regardez la propreté du schéma sur le 0,786. Donc, je l'enlève. Et je vais regarder le deuxième mouvement. Ici, que je vais prendre comme ça. Comme ça, hop, là, j'ai un double creux ici. Et vous voyez que je refais à nouveau un 38,2. Donc, si je vais, surtout si je casse ici les 4,94, je vais pouvoir me donner des objectifs avec les extensions de ce mouvement. Alors, un schéma que je ne vous ai pas indiqué, quand on est une structure de ce type-là, je vais aussi aller regarder les différents niveaux
et je vais regarder les supports. Et si j'ai une convergence niveau de Fibonacci support, ben, ça renforce, hein, c'est les convergences, ça renforce la probabilité que l'on ira vers ce niveau. Alors, je ne sais pas, je vais essayer de passer, que je ne l'ai pas regardé, en hebdo. J'ai pas trop de sur le passé, j'ai pas trop, non, j'ai pas trop de zones. J'ai pas trop de zones propres, du moins. Le seul truc que j'ai d'un peu propre, c'est ici la zone 786 et 1, qui est un peu la zone théorique avec cette bougie que je vais reprendre. Bon, c'était le 7 avril, hein, donc c'était un jour un peu particulier quand même, hein, cette mèche. Alors, c'est peut-être comment dire, un excès de marché. Donc, si je viens, surtout maintenant, si je viens casser le plus bas à 4,94, ben voilà les niveaux vers lesquels je dois pouvoir aller. Et puis le dernier, c'est Essilor. Essilor, Luxottica, il est où? Il est là. Alors, Essilor, alors j'ai déjà l'actif, il évolue à l'intérieur d'un magnifique canal haussier et pratiquement toutes les touchettes, et je vais très bien. Un canal, il ne suffit pas qu'il soit, il faut qu'il y ait un rythme dans le canal. Regardez ici, du haut, du haut vers le bas, du bas vers le haut du canal, du haut vers le bas du canal, du bas vers le haut, du haut vers le bas, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Or là, si je prends maintenant ma dernière impulsion, pourquoi je n'arrive pas? Hop, voilà. Je prends ma dernière impulsion haussière ici, hein, sur la zone qui est donc du 6 août, sur les 248 euros, qui m'a amené à 275. Et là, eh bien, je suis très très proche de deux choses. Un, le 38,2, que le 38,2, il est juste ici en dessous, et ce gap haussier. Donc tout va se jouer demain. Et là, vous voyez, et puis j'en ai un troisième élément à rajouter ici, qui est la petite moyenne mobile exponentielle 13 périodes, qui jusqu'à maintenant, eh bien, était plutôt un bon support au mouvement. Et celle-là, vous voyez que c'est le plus bas du jour, ça a été l'exponentielle 13. Donc là, j'ai une convergence entre le gap, le 38,2 et l'exponentielle 13. Donc j'attends, demain, je regarde, je suis au spectacle. Qu'est-ce qui va se passer? Ce que j'aime pas aujourd'hui, vous avez compris, c'est cette mèche énorme, mèche haute. Ça, c'est un peu inquiétant. Donc, demain, première possibilité, eh bien, on vient combler le gap en dessous de 264 et je regarderai ce qui va se passer parce que demain ou dans les jours qui viennent, eh bien, le bas de mon canal sera confondu avec le 50 de Fibonacci. Et je regarderai si je viens à casser, à combler le gap, si effectivement, eh bien, je rebondis sur cette zone et le marché repart. Deuxième possibilité, eh bien, cette convergence exponentielle 13 plus retracement 38,2 plus gap haussier, les acheteurs reprennent la main. À ce moment-là, eh bien, je pourrais commencer à mettre mes extensions de Fibonacci du mouvement et les intégrer dans ma réflexion. Voilà. Donc, on est sur le 38,2 et vous voyez que dans les jours qui viennent, eh ben, le 61,8, il est là à 282 et l'autre à le 78 à 287. Mais en fait, ce qui va se passer, on peut aller chercher, si on rebondit, aller chercher la convergence ici. Voilà, c'est même un phénomène de temps. On peut aller chercher la convergence ici vers début septembre vers le 61,8 et peut-être repartir vers le bas. Pour les supports, vous les prenez en hebdo? Non, je les prends en daily. Je n'ai pas fait d'hebdo. D'ailleurs, le dernier point, qu'est-ce qu'il me dit Ishimoku? Il me dit des bonnes choses, de toute façon, à tous les coups. Oui, absolument, il n'y a aucun problème. Donc, ça va être demain une journée intéressante sur Essilor où notre cluster de support tient. À ce moment-là, je regarde la bougie, mais toujours, je veux une belle bougie. Ça, c'est très clair, hein. Ça, c'est une belle bougie. Ça, c'est une bougie très moche. Elle ouvre plus d'inquiétude que de certitude, même si elle est verte.
Voilà, ben, j'ai fini ce que je souhaitais vous proposer. Donc, si vous avez des questions, eh bien, je suis tout à fait prêt à vous à écouter et à essayer d'y répondre. J'ai pas compris ce que vous écrivez, Patrice. Comment prioriser ou neige ou nge du boulot? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Bonne soirée, Gérard. Reprécisez votre phrase, s'il vous plaît. Oui, c'est un peu mélangé. Donc j'attends que Patrice me redonne ou sa question ou en fait je lui dis que j'ai du boulot. Ben, écoutez, vous avez un excellent livre pour vous aider et puis vous avez un excellent webinaire oui, excellent. Bon, je suis un peu prétentieux, mais vous avez un webinaire que vous pourrez revoir. Donc il me reste à vous souhaiter bon appétit, une bonne soirée et puis ben, bon courage dans votre apprentissage ou dans votre, comment dire, votre amélioration de connaissances sur Fibonacci. Alors Mireille demande, est-ce que Waldata pourrait envoyer demain le lien pour revoir tout ça dans le détail? Alors, euh, les webinaires sont mis généralement le lendemain sur la chaîne YouTube de Waldata. Si vous avez un doute quelconque, vous appelez chez Waldata, mais je pense que demain dans la journée ou demain ou après-demain matin, tout le webinaire sera sur la chaîne YouTube. Eh bien, je réponds à tous les merci. Écoutez, si ça vous a plu, j'en suis extrêmement content et vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonsoir.